Bientôt 10 ans que je suis engagé dans la quête de l'excellence physique. 10 ans que je cherche à optimiser tout ce qui est possible afin d'atteindre ma meilleure version, et le tout naturellement. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils que j'estime être nécessaires pour réussir une véritable phase de prise de muscle. Je commence la journée avec la même habitude, se peser. Lui, c'est votre meilleur ami. Il vous donne des données cruciales et vous permet de monitorer vos variations de poids. Mais attention, il faut pouvoir prendre du recul et analyser des périodes de temps assez espacées. Première action que je fais de la journée, me peser. C'est une habitude que j'ai prise depuis bien longtemps et franchement, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est très compliqué à mettre en place. Ça peut paraître fastidieux, c'est toujours, on va dire, une action qu'il faut penser le matin, alors que le matin, il faut aussi un petit peu le temps de se réveiller, je pense. Mais encore une fois, c'est une question d'habitude. 3-4 semaines, vous faites ça tous les matins, et ensuite ça devient, on va dire, une seconde nature. C'est quelque chose qu'il ne faut même plus penser. Je me pèse depuis 2016-2017. Honnêtement, c'est vraiment encodé dans ma tête comme un processus. Voilà, je me réveille, je vais aux toilettes, je me pèse. Et l'avantage aussi, c'est que j'ai une balance connectée. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous encourage à prendre parce qu'en fait, ça diminue les étapes pour se peser. Il suffit juste de monter sur la balance, hop, ça va directement dans une base de données. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un comportement super important ? C'est de la donnée. Et la donnée, elle nous renseigne en fait sur ce qui se passe sur notre corps. Se peser, c'est de s'assurer en fait qu'on gagne du poids à la bonne allure. Et c'est quelque chose que j'ai déjà pu parler dans mes vidéos précédentes. Pour maximiser sa prise de muscle, en fait, il y a un apport énergétique à avoir qui permet en fait de, on va dire, maximiser la création de tissu musculaire tout en minimisant en fait la prise de gras. C'est ce bon ratio entre prise de muscle et prise de gras qu'on appelle le P-ratio que j'ai déjà pu expliquer. Pour maximiser ce P-ratio, un surplus entre 5 et 15% paraît le plus adéquat. Encore une fois, ça a individualisé en fonction de votre niveau d'avancement en musculation. Au plus vous êtes avancé, au plus il faut diminuer la taille du surplus, se rapprocher plutôt des 5% de surplus. Au plus vous êtes débutant, vous pouvez même aller proche des 15% de surplus. Aussi simple que ça, se peser permet juste de s'assurer qu'on va à la bonne vitesse. Et peut-être petit éclaircissement sur comment je procède exactement. Donc moi j'ai créé un petit fichier qui permet de calculer les moyennes sur 7 et aussi sur 14 jours. Exemple très simple, pour ma part, moi j'ai envie de gagner 1% de poids par mois. Ça veut dire qu'en fait par semaine, je dois gagner 0,25%. Voilà. Donc moi en fait j'ai vraiment un petit objectif chaque semaine à atteindre. Et encore une fois, le poids c'est parfois imprévisible, donc c'est important de pouvoir dézoomer, effectivement de voir les données sur 2, 3 et 4 semaines. Et voir si le poids augmente comme souhaité. Aussi simple que cela, je vais commencer ma journée. La première chose, c'est quand même aller boire mon café. Alors on en discute tout de suite. Oh là là. Première chose que je fais de la journée, bien sûr, c'est mon petit café. Alors un petit café, c'est toujours bien pour commencer la journée. On va entendre plein de personnes qui disent, voilà, il faut attendre 2 heures avant en se réveillant avant de prendre un café. Il faut attendre 30 minutes. Il ne faut pas prendre de café. Au final, je pense qu'on se base beaucoup sur des études observationnelles ou des mécanismes en fait théoriques. Encore une fois, le plus important, c'est de pouvoir aussi extraire les données en fait, des études qui se sont appliquées sur une population, sur le terrain. Et du coup, il n'y a pas vraiment de données qui indiquent que prendre le café le matin est mauvais pour un quelconque rythme. Encore une fois, moi c'est quelque chose que je renvoie beaucoup dans les vidéos, c'est pour expérimenter au final. Expérimenter, regardez les doses, regardez les timings, prenez note. En fait, soyez votre propre scientifique sur vous-même, expérimentez, regardez comment vous réagissez. Voilà, pour ma part, moi c'est quelque chose que j'ai pu faire, je buvais beaucoup trop de café avant, maintenant c'est juste un bon gros café le matin, et moi ça me convient, même si c'est 20 minutes après le réveil, je me sens vraiment très très bien. En fait, il y a des facteurs cofondants, et parfois en fait, si on a un petit crash dans la journée, c'est pas parce que vous avez pris un petit café ou deux le matin, souvent d'autres variables, c'est des choses qu'on va pouvoir discuter ici dans la vidéo. Petit café, c'est la première chose que je vais faire. Et puis ensuite, il y a encore une autre chose que je vais faire qui est super importante pour démarrer la journée correctement en prise de muscle. Donc avant de manger quoi que ce soit, je vais m'assurer que je vais manger donc le bon apport énergétique. Et donc je vous conseille bien sûr de traquer en fait vos calories. Ici j'ai MyFitnessPal et je me suis mis à 3800 kilocalories. Donc voilà, c'est toujours intéressant je pense de démarrer la journée en sachant plus ou moins à quoi va ressembler la journée en termes de plats en fait. Alors bien sûr, moi je prône toujours une certaine flexibilité, de pas toujours manger la même chose. Et donc du coup, traquer les calories permet aussi d'ajouter cette flexibilité. Parce que ça nous permet en fait de modifier nos plats tout en respectant des macros et un apport énergétique. Alors vous l'aurez très bien compris, en fait, cette habitude de traquer ses calories, ça va de pair avec le fait de se peser.
Encore une fois, vu qu'on a ces deux comportements, on va pouvoir savoir avec tel apport énergétique, quelle est l'influence de cela sur mon poids. Et ça nous permet donc de tirer des conclusions très complètes. Et donc du coup, je conseille toujours, en tout cas pendant au moins un certain temps, de pouvoir coupler ces deux comportements, traquer ses calories et se peser, comprendre comment les choses se passent. Et à partir de là, il est possible bien sûr de diminuer l'intensité du tracking, par exemple en se concentrant exclusivement juste sur les calories et plus les macros. Je pense que c'est une première étape que beaucoup de personnes pourraient viser, mais dans un premier temps, je pense que c'est toujours plus intéressant d'avoir une vue sur les macros et sur les calories, engranger bien sûr des connaissances, et à partir de là, on peut désamplifier certaines choses sans trop de soucis. Encore une fois, il y a beaucoup d'idées reçues, le tracking de calories, ça peut faire peur. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Alors, encore une fois, c'est une habitude. C'est une habitude, il faut le faire suffisamment longtemps pour se rendre compte à quel point en fait c'est super facile. Il est possible de préenregistrer des repas que vous avez l'habitude de manger. Donc en fait, vraiment, ça peut vous prendre 3 minutes sur une journée de traquer ses calories. Alors, au début, ça vous prendra peut-être plus que 3 minutes, mais c'est la même chose pour tout. Donc à un moment, si vous estimez qu'il y a une barrière pour tous les comportements que vous voulez mettre en place, vous n'allez rien faire. Donc oui, il y a un coût initial qui est peut-être un peu plus grand, et encore, bon ici, au lieu de passer 3 minutes, vous allez peut-être passer 15 minutes sur votre journée. Est-ce que c'est réellement conséquent ? Et à partir de là, ça va ne faire que diminuer avec l'habitude. Pour les macros, bien sûr, c'est toujours intéressant de viser suffisamment de protéines. Alors, les recommandations vont plutôt vers le haut actuellement. On se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de limite d'assimilation des protéines par le corps. Ça veut dire que si on prend 100 grammes de protéines, le corps est totalement capable de l'assimiler, et même la muscle protein synthesis, donc la synthèse des protéines, est même amplifiée, et elle est vraiment liée à l'apport en protéines. Donc potentiellement, alors il y a encore des recherches qui doivent se mettre là-dessus, mais il n'y aurait pas de limite, en tout cas au moins jusqu'à 100 grammes sur un repas. Le corps est totalement capable d'assimiler cela, et donc peut-être qu'il y aurait un léger avantage, une taille d'effet faible, d'un plus grand apport en protéines sur une journée. Bon, moi je ne vous recommande pas de viser les 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, mais je pense que si on se rapproche déjà des 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est très bien. Je pense que ça peut être un objectif réaliste et intéressant pour beaucoup de pratiquants. Pour le reste, pour les lipides, alors bien sûr, souvent on recommande le 1 gramme par kilo de poids de corps. On peut être un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Alors pour les personnes qui ont vraiment pas trop d'appétit et où l'apport énergétique monte beaucoup, c'est le cas pour moi. Moi je monte même sur du 1,2 par kilo de poids de corps. Et franchement c'est un game changer en termes de digestion, d'appétit, de qualité de vie. Ça m'aide beaucoup. Au contraire, pour les personnes qui ont un grand appétit en prise de masse, prise de muscle, je recommande peut-être de légèrement baisser en dessous des 1 gramme par kilo de poids de corps pour les lipides, et de pouvoir gonfler le volume via les légumes, les fruits et les glucides de qualité qui contiennent beaucoup de fibres. Encore une fois, c'est individualisé, et les glucides, c'est toujours le dernier macro qu'on réfléchit, bien sûr. On réfléchit d'abord protéines, lipides, et ensuite les glucides viennent compléter le reste. Alors encore une fois, moi mes macros sont jamais les mêmes d'une journée à l'autre, il y a toujours des tranches. Moi je me fixe jamais des macros fixes. Même chose quand je coach, je fixe plutôt des tranches en fait dans lesquelles il faut tomber, et c'est toujours plus réaliste bien sûr. Encore une fois, il y a des détails qui sont importants, et il y a des détails où ça vaut moins le coup de se prendre la tête. Bon voilà, je pense que assez parlé, il est temps de partir sur le premier repas. On va voir ça tout de suite là maintenant. Ce sera le repas pré-entraînement, donc un repas riche en glucides, protéines bien sûr, un peu de lipides. Encore une fois, les lipides, ça va être dépendant du timing de mon entraînement. Au plus mon entraînement est proche, au plus je vais faire gaffe à pas avoir un repas non plus trop conséquent et pas non plus trop riche en lipides, parce qu'encore une fois, ça va ralentir la digestion. J'ai pas envie d'arriver sur un entraînement, et surtout sur un entraînement jambes, avec l'estomac encore bien rempli, plein en processus de digestion, donc j'ai envie d'être quand même assez léger quand j'arrive à l'entraînement. Alors pour le premier plat de la journée, on a donc du pain complet avec confiture, 60 g de confiture, 150 g de pain complet et 30 g de beurre de cacahuète. Donc vous voyez, en termes de lipides, c'est ma seule source pour ce petit déjeuner, et 45 g de whey de chez Nutrimuscle. En mangeant ce plat, je vais pouvoir m'entraîner certainement dans 1h30, quelque chose comme ça, ce sera parfait. Donc j'aurai le temps de faire quelque chose entre temps, je vais vous montrer. Et puis ce sera gros entraînement jambes. Alors pour les plats, bien sûr, souvent ce qu'on recommande, c'est minimum 3 plats sur la journée, qui sont quand même bien répartis. La majorité des personnes vont penser que 4 repas sur la journée, c'est quand même le plus pratique. Un petit déjeuner, midi, goûter, et puis le soir, et puis toujours possible aussi de rajouter un petit dessert le soir après manger.
4 repas souvent c'est le plus pratique. Essayez effectivement de bien répartir vos protéines sur la journée, je pense que c'est la recommandation la plus globale que je puisse faire. D'avoir quand même à chaque repas une bonne source de protéines et d'essayer de splitter vos macros en 3 ou en 4 pour les protéines. Donc si vous avez 150 grammes de protéines par jour, 3 repas, vous faites plus ou moins 50 grammes de protéines sur chaque repas, le plus espacé pour vraiment essayer de couvrir une période d'au moins 12 heures sur votre journée. Je pense que ça c'est toujours intéressant à viser. Donc si vous mangez votre premier plat à 8 heures du matin, essayez que votre dernier plat soit plus ou moins à 8 heures au soir, si pas un peu plus tard, pour essayer d'avoir vraiment cette fenêtre en fait d'alimentation qui couvre le plus sur votre journée pour activer cette synthèse des protéines le plus longtemps sur la journée. Donc voilà, je pense qu'en termes de recommandations, je peux pas faire mieux ici. Après, il faut pas non plus être trop à cheval sur les détails, ça peut arriver que vous mangez un peu plus tard, que votre fenêtre d'alimentation elle est un peu plus courte sur une journée. Et encore une fois, je crois que le facteur le plus important, ça reste toujours le total des macros en fait. Après, bien sûr, si on parle de détails et que vous voulez rentrer un petit peu plus dans les détails, oui, il y a des petits pourcentages qui peuvent s'ajouter. Et encore une fois, en musculation, très compliqué de pouvoir les quantifier exactement et ça reste encore des estimations et des paris en fait sur est-ce que tel comportement va me mener à peut-être 5 ou 6% d'amélioration que si je ne le faisais pas. Donc voilà, c'est à vous de savoir si vous voulez prendre ce risque, enfin pas ce risque, c'est plutôt à vous de prendre cette part d'inconnu en fait sur certains comportements et si ça n'entrave pas trop votre quotidien, encore une fois si vous êtes en recherche de performance, allez-y, je pense qu'à un moment mieux vaut prendre le risque que de ne pas le prendre, surtout si l'effet est neutre à bénéfique. Bon, il est temps d'aller faire les courses. Alors actuellement, je fais les courses 2 fois par semaine. Je pense que c'est intéressant de pré-programmer quand est-ce que vous faites des courses dans la semaine. Ça permet de bien s'organiser, donc il faut vraiment bien anticiper. Donc moi, je fais les courses le mardi, c'est plutôt des grosses courses. Ce sera du mardi jusqu'au samedi. Et au samedi, je fais vraiment des plus petites courses. Je le fais dans 2 magasins différents. Comme ça me permet d'avoir plus de variété au niveau des produits. Et ça permet de bien gérer ses courses. Et j'ai tout ce qu'il faut en divisant bien mes courses en 2. Et voilà, j'ai mon petit chemin habituel pour faire les courses. C'est vraiment très très simple. Je sors rarement des sentiers, comme on dit. Je prends toujours un petit peu les mêmes choses quand même. Donc ça va quand même assez vite. Maintenant, je pense que c'est toujours intéressant parfois de refaire un peu le point sur ce qu'on mange et de se dire ok, peut-être un peu créer des nouvelles rotations pour midi ou pour le soir. Donc ça peut être intéressant de temps en temps de se poser et d'ajouter un peu plus de variété. Mais voilà, c'est parti, on fait ça, le temps de digérer. Une fois que j'aurai fini les courses, bien sûr, il sera temps déjà de s'entraîner. C'est parti. Alors pour l'entraînement, certainement une des parties les plus importantes pour prendre du muscle, c'est l'initiateur en fait. C'est à partir de là qu'on va créer le stimulus qui va dire au corps, bon voilà, maintenant tu vas faire du muscle et c'est comme ça. Donc voilà, l'entraînement est vraiment la partie la plus importante, en tout cas une des plus importantes. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, ce qui est super important, c'est de pouvoir développer une compétence. Et cette compétence, c'est de pouvoir s'entraîner proche de l'échec ou à l'échec avec une technique qui est inchangée. Et ça fait toute la différence parce que s'entraîner à l'échec, il y a plein de personnes qui peuvent le faire, mais en gardant ce facteur T, vous voyez, le facteur technique constant, c'est là où il y a toute la subtilité, c'est là où ça complexifie le tout, et c'est là où ça fait la différence. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir amener un muscle à l'échec, mais un muscle spécifique lorsqu'on fait un mouvement. Et si on dégrade la technique, très souvent alors, on va essayer de faire intervenir d'autres muscles, et donc du coup là, on dessert en fait notre objectif principal, qui est de mettre ce muscle en question à l'échec. S'entraîner proche de l'échec, c'est une compétence qui peut se développer avec le temps. Il faut pouvoir s'y exposer graduellement. Et pour certaines personnes, même, c'est de pouvoir en fait un petit peu ralentir la cadence et ne pas toujours aller à l'échec sur chacune des séries. Il y a vraiment un juste milieu à trouver. Alors la majorité du temps, c'est vrai que si on garde une petite rep en réserve sur la majorité de vos séries, moi je pense que c'est un bon compromis, avec bien sûr des séries qui peuvent être 2 en réserve, certaines qui sont à l'échec. Ensuite, dès qu'on a une série unique où on s'entraîne proche de l'échec, avec une bonne technique, et que le muscle souhaité est mis à l'échec, la question ça va être, on répète ça combien de fois ?
Et c'est là où en fait où intervient la question du volume. Quelle est la dose qu'on a besoin pour progresser? Ça, encore une fois, ça va demander de l'expérimentation de votre part. Moi, ce que j'appelle souvent le ratio volume-fréquence, c'est de pouvoir trouver sa bonne combinaison entre le volume par session qu'on fait et la fréquence à laquelle on va réentraîner un muscle. Il y a un ratio un petit peu or en fait qu'il y a pour chacun, qui peut aussi évoluer avec le temps. J'ai donné déjà des exemples dans ma vidéo précédente, donc si vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à aller la regarder. Par exemple, très rapidement, ce que je peux vous dire, c'est que pour mes quadriceps, ce ratio volume-fréquence, si je veux entraîner mes quadriceps tous les 4 jours ou tous les 5 jours, je peux me permettre, entre 4 et 6 séries de quadriceps. Là, je vais pouvoir récupérer pour réentraîner mes quadriceps dans 4 ou 5 jours et voir une augmentation de performance sur le long terme. Et donc, en fait, là, vous vous dites, oh, tiens, mais comment est-ce qu'il sait tout ça? C'est de l'expérimentation. C'est de l'expérimentation. Ça veut dire qu'il faut pouvoir tenter d'en s'entraîner avec un volume plus bas ou plus élevé par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Il faut pouvoir aller tâter en fait les zones un peu d'ombre dans votre entraînement, et surtout il faut pouvoir traquer les données. Donc ça veut dire que si vous expérimentez mais que vous ne récoltez pas des données en retour, au final ça ne sert à rien, parce que c'est très difficile de voir les progrès sans traquer les données. En fait au final c'est se tirer une balle dans le pied. C'est pourquoi? La question c'est réellement pourquoi. Autant récolter des données pour être le plus complet possible et être sûr que ce qu'on fait va dans la bonne direction. Et si aller dans la bonne direction, c'est une augmentation des performances sur le long terme. Alors si vous avez trouvé ce bon ratio volume-fréquence, concernant la fréquence, c'est vrai que j'ai pu aussi le dire dans une vidéo précédente, je pense qu'une fréquence, pouvoir s'entraîner à la fréquence la plus haute possible à laquelle vous pouvez récupérer est toujours une bonne chose, sans rentrer non plus dans un excès. Je pense que une fréquence haute est déjà deux fois par semaine pour chaque muscle. Je trouve que ça c'est déjà une très très bonne fréquence. Certaines personnes auront besoin d'un petit peu moins ou un peu plus de fréquence. Encore une fois, ça va dépendre un petit peu de chacun. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un post de coach Kassem qui était très intéressant, que j'ai envie de vous partager ici à l'écran, où en fait, lui, avec son expérience en tant que coach et éducateur dans le milieu du bodybuilding, fitness, il a pu créer des grandes catégories de pratiquants. Et en fait, c'est intéressant parce que créer des catégories, ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui est possible en fait chez un pratiquant, et ça nous permet directement d'orienter certains protocoles. Et donc, ici, coach Kassem, ce qu'il a pu mettre en place, c'est 4 grandes catégories. Il y a des personnes qui réagissent en fait très très vite au stimulus. Donc c'est des personnes qui vont vite avoir un pump, qui vont vite sentir que le muscle qu'on veut cibler est bien ciblé et qui commence à fatiguer dans la séance. Et donc ces personnes ont besoin de très peu de volume en fait par séance. Ensuite, il différencie sur les personnes qui auront besoin de peu de temps pour s'entraîner à nouveau et des personnes qui auront besoin de plus de temps pour s'entraîner chez les personnes qui réagissent très très bien au stimulus. Et donc là, on a déjà 2 catégories différentes. On a la catégorie globale avec les personnes qui réagissent très bien au bas volume. Mais ensuite, il y a 2 sous-catégories avec des personnes qui peuvent récupérer très vite et donc avoir plutôt une haute fréquence dans l'entraînement, et des personnes qui vont mettre quand même plus de temps à récupérer, donc plutôt basse fréquence. Donc on a bas volume, haute fréquence, bas volume, basse fréquence. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont besoin quand même de plus de stimulus pour pouvoir progresser. Donc c'est des personnes qui vont devoir aller sur des protocoles plus en haut volume, et encore une fois, il différencie les personnes qui vont pouvoir faire du haut volume à haute fréquence, ça veut dire qu'elles vont pouvoir récupérer très vite, et encore une fois des personnes qui seront plutôt en haut volume, basse fréquence, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de beaucoup de stimulus sur la séance, mais qui en contrepartie vont devoir aussi récupérer beaucoup plus longtemps. Et ça montre un petit peu toute la complexité et aussi tout ce qu'il est possible d'envisager dans la musculation. Je pense qu'un post comme celui-là est très intéressant, ça permet d'ouvrir le champ des possibles, voilà, pour vous pratiquants, et de se dire, tiens, au final, dans quelle catégorie je me situe? Et c'est peut-être là la réelle question, c'est est-ce que vous savez dans quelle catégorie vous vous situez? J'espère que oui, mais maintenant, si la réponse est je ne sais pas trop, expérimentez. Il faut absolument sortir, expérimenter et récolter des données. Et je pense que ça c'est super important, c'est d'être curieux, ouvert d'esprit, ne pas être marié aussi à une approche. Je pense que ça aussi c'est quelque chose que je vous déconseille. Vous voyez, les approches heavy duty, low volume, haute intensité, haut volume, haute fréquence, au final on s'en fout, c'est pas ça la question. La question c'est de pouvoir trouver vous à quoi vous réagissez le mieux. Et c'est là où en fait vous allez faire le plus de progrès. Et qui n'aime pas faire le plus de progrès? Ça, c'est la réelle question que je vous pose. Au final, on est là pour des progrès. On est peut-être là aussi pour prendre du plaisir dans le processus, bien sûr, mais pour moi, le plaisir sera présent si les progrès sont présents. Ça va de pair, en fait.
Donc voilà, n'oubliez pas ce pourquoi aussi vous êtes là. C'est pas pour juste faire des entraînements et puis merci, au revoir. C'est pour aussi avoir un retour sur investissement. Et donc en tout cas, j'espère qu'à travers ce petit chapitre entraînement, j'ai pu en tout cas vous éveiller certaines choses. Bon, on est déjà fin d'après-midi, je suis qu'à 2500 pas, donc en plus il fait magnifique. Nous sommes en Belgique, il y a du soleil, il faut vraiment que j'en profite. 17h15, donc encore une bonne heure avant que le soleil se couche. Et effectivement, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas être sédentaire, bien sûr. C'est de pouvoir faire un minimum de pas par jour. Déjà, c'est bien pour augmenter votre dépense énergétique. Visez au moins les 8000 à 10 000 pas par jour. Mais en plus, c'est surtout bon pour la santé. Ça vous évite d'être sédentaire. Donc, vous allez en gagner de façon plutôt globale sur le corps. Il y a même un article que j'avais vu d'ailleurs qui passait en revue que le fait d'être sédentaire était lié aussi à une moins bonne récupération pour le sport. Donc, malgré que vous pouvez faire de la musculation et quasi pas faire de pas dans la journée, vous pourrez manquer quelque chose en fait. Il faut avoir le choix. S'il fait vraiment très mauvais dehors, il faut pouvoir aussi marcher à l'intérieur. Donc voilà, j'ai investi un tapis de marche, c'est vraiment très pratique. Et moi je trouve personnellement aussi qu'en marchant plus, je suis plus productif d'un point de vue de la créativité, aussi de l'envie de travailler. En fait, je remarque que quand je reste fort à la maison et que je ne bouge pas, je rentre en fait dans une spirale où je ne suis pas très productif. Et sortir, prendre l'air, je sens que c'est un boost en fait. Pour la discipline, pour la créativité, comme j'ai pu le dire.